Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 3 avril 2021, lendemain de l'investiture du président de la République Mohamed Bazoum. Il a en effet prêté serment hier et juré de respecter et de faire respecter la constitution que le peuple nigérien s'est donnée. Dans son discours d'investiture, le président Mohamed Bazoum a entre autres mis l'accent sur l'éducation, notamment la scolarisation des jeunes filles, ce qui a fait réagir ce matin les structures organisées du secteur de l'éducation à l'image de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire. Je propose de suivre le coordinateur régional de la région de Niamey de cette fédération, M. Adamou Issoufou Boubacar. C'est une bonne chose. Nous estimons qu'il mettra le paquet, comme il l'a dit dans son discours. Car cela se tient. Nous pensons que l'école et les enseignants que nous sommes, nous avons véritablement des problèmes. Et il le connaît que nous, que quiconque, puisqu'il était, n'est-ce pas, le président du comité interministériel de négociation, n'est-ce pas, avec les syndicats de l'enseignement. Et le problème de l'école, c'est aussi la contractualisation. Et dans son discours, nulle part il n'a parlé, n'est-ce pas, de mettre fin à la contractualisation. Et je pense que, quelle que soit la professionnalisation, n'est-ce pas, de l'enseignant, si il continue à être dans un statut précaire, je ne pense pas qu'on attende de lui un résultat ou un rendement, n'est-ce pas, meilleur. Donc c'est de mettre fin à la contractualisation et c'est de débloquer les avancements au choix. C'est aussi également de nous donner la liberté d'aller dans les institutions, n'est-ce pas, bancaires de notre choix. Donc c'est pour libérer les enseignants contractuels, n'est-ce pas, de Niger Post. Et également, il y a le sempiternel problème de l'organisation du bac. Et aussi, on peut citer également le problème, n'est-ce pas, d'APC-EG. Donc, avec tout ce problème-là, je pense que si le nouveau gouvernement qui s'installera sous peu arrive à résoudre ce problème, je pense que l'école retrouvera, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse. Donc, nous, ce que nous attendons, n'est-ce pas, surtout de ce nouveau gouvernement qui viendra sous peu, c'est un partenariat sincère, sincère, respectueux, n'est-ce pas, des partenaires sociaux et qui serait disponible, n'est-ce pas, à écouter, n'est-ce pas, les partenaires sociaux que nous sommes. C'est un atout, le fait qu'un enseignant soit président de la République, car cela se tient. Je pense que ça serait bien s'il continue à se sentir, n'est-ce pas, enseignant. Il connaît les problèmes des enseignants, ça je le sais, puisque, comme je l'avais dit tantôt, il était pas parce qu'il était enseignant, mais parce que plutôt il était le président, n'est-ce pas, du comité interministériel de négociation. Il est imprégné des difficultés dans lesquelles nous sommes. Imaginez-vous un enseignant qui est payé au quart de ce qu'il devrait avoir, quel que soit, n'est-ce pas, la formation qu'il va recevoir, je ne suis pas sûr qu'il donne un rendement meilleur. Voilà, c'était donc Issoufou Boubacar, il est le coordinateur régional de la Fédération des syndicats du secteur du secondaire qui réagissait au discours d'investiture du président Mohamed Bazoum hier à son investiture. Je propose toujours dans la suite des réactions après cette investiture du président Mohamed Bazoum qui consacre donc ainsi la première transition pacifique du pouvoir entre deux civils dans notre pays. Je propose donc de suivre la réaction du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, cadre qui s'est félicité dans une déclaration rendue publique donc ce matin de cette première historique dans notre pays. La déclaration est lue par le secrétaire général du dit cadre, M. Eli Bossoma. Déclaration de presse
Le vendredi 2 avril 2021, le président nouvellement élu, son Excellence Mohamed Bazoum, a prêté serment devant le peuple nigérien qu'il a souverainement porté à la magistrature suprême, et ce, à l'issue d'élections libres, transparentes, objectivement incontestables. Cet événement hautement historique consacre ainsi la première alternance démocratique au Niger, une légitime attente du peuple nigérien et un engagement fort pris par le président sortant, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. À cette exceptionnelle et historique occasion, le comité exécutif du cadre, réuni en séance extraordinaire, rend publique la déclaration de presse dont la teneur suit. 1. Le cadre félicite le président sortant, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour la prouesse qu'il vient de réaliser en offrant au peuple nigérien cette première alternance démocratique, renforçant de facto notre démocratie et nos institutions républicaines. C'est le lieu de lui rendre un vibrant hommage et de lui adresser les salutations distinguées pour toutes les réalisations effectuées au service du Niger et de son peuple, qui lui ont valu, entre autres, le prix Mo Ibrahim et le trophée de l'Africain de la décennie. 2. Le cadre félicite également le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, pour sa brillante élection à la magistrature suprême. Le cadre lui adresse tous ses encouragements pour la réalisation des ambitions qu'il porte pour le Niger et son peuple, conformément à son programme et son historique discours rassembleur, promoteur et rassurant tenu à l'occasion de son investiture le 2 avril 2021. Le cadre appelle le peuple nigérien à répondre favorablement à l'appel lancé par le président Bazoum Mohamed visant à travailler ensemble pour le bonheur de tous. 3. Le cadre adresse ses sincères remerciements aux invités de marque qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie de prestation de serment, marquant ainsi leur amitié et leur solidarité à l'endroit du peuple nigérien, de ses institutions et de sa démocratie. 4. Par ailleurs, le cadre condamne avec force et détermination la tentative de coup d'État orchestrée dans la nuit du 30 au 31 mars 2021. Le discours haineux, les contestations politiques infondées et frondeuses, les appels à la violence proférés par un personnel politique aux abois, etc., ne sont pas étrangers à cette triste et condamnable aventure. Face à cette situation, le cadre encourage la justice à faire la lumière sur cette affaire et appelle l'opposition politique à se démarquer de toutes les entreprises antidémocratiques et ou antirépublicaines, car fondamentalement opposées aux intérêts du peuple nigérien. Du reste, le cadre rappelle à tous les aventuriers, leurs complices et leurs commanditaires, que l'ère de coup d'État est définitivement révolue. La République, ses institutions, ses dirigeants et les patriotes engagés et sincères veillent et verront fermement. Fait à Niamey le 3 avril 2021 pour le comité exécutif. La suite de ce journal avec cet atelier qui a débuté ce matin, organisé par la section nigérienne de l'Union internationale de la presse francophone, accompagné par l'UNESCO. Il s'agit d'un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs des médias. Je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec nos reporters Halidou Bourema et Hamza Sakou. Ce sont là des journalistes venus de 8 régions du pays pour assister à cet atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur l'impact de la COVID-19 sur la mobilité transfrontalière des migrants. Cette activité organisée par l'Union internationale de la presse francophone en collaboration avec l'UNESCO vise aussi à outiller les participants pour mieux informer les migrants sur les divers risques liés à leur épanouissement. Le présent atelier, comme vous le voyez, est le fruit d'un partenariat entre l'Union internationale de la presse francophone et l'UNESCO, conformément aux 47e assises de la presse francophone tenues en terre arménienne, sur les thèmes médias et migration. Pour rappel, les assises d'Arménie ont abouti à plusieurs avancées majeures dans la production par l'Union de la presse francophone internationale des manières sur le traitement médiatique des questions liées aux migrations et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des médias dans ce domaine. Ce plan de formation s'inscrit dans un prolongement d'un partenariat avec l'UNESCO, qui est un partenaire stratégique
de la presse francophone, ciblant 4 pays prioritaires, à savoir le Maroc, la Tunisie, le Liban et le Niger. D'où la tenue du présent atelier du renforcement de capacités des journalistes pour apporter une réponse adéquate aux besoins d'accompagnement professionnel des médias pour un meilleur traitement de l'information sur la question de la migration au Niger. La pandémie Covid-19 a mis à nu la faiblesse des services de santé de tous les pays du monde entier, notamment le pays en voie de développement dans le nôtre, le Niger, où résident 3/4 des réfugiés et des personnes migrantes. Cette situation, couplée à la désinformation, expose les migrants à divers risques liés à leur épanouissement. Parce que quand on n'a pas des informations, on reste bloqué et du coup, on peut être porteur ou peut-être contaminé ou effectivement diffuseur de ce virus. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Communication a rappelé aux participants leur rôle dans la gestion de cette pandémie à coronavirus. Les médias, dont la mission est d'informer, éduquer et sensibiliser, jouent, comme vous le savez, un rôle important dans la gestion de la Covid-19, d'une manière générale et particulièrement au niveau des migrants qui ont besoin d'être informés sur les droits relatifs à la mobilité transfrontalière et de connaître leur statut en fonction des régions. Cet atelier de renforcement des capacités vient donc à point nommé dans ce contexte particulier où les journalistes doivent jouer leur partition pour informer régulièrement les migrants constamment exposés à la désinformation ou même à la sous-information. C'est pourquoi je voudrais encore une fois, au nom du ministre de la Communication, saluer les efforts de l'Union internationale de la presse francophone au Niger pour l'organisation de cette formation fort utile qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans la recherche de solutions durables et efficaces pour une meilleure riposte à la Covid-19 au niveau des communautés frontalières. L'Union internationale de la presse francophone lance un appel aux médias de poursuivre les efforts dans l'accompagnement des politiques publiques de l'État en matière de développement. L'Ordre des architectes du Niger est en assemblée générale ordinaire depuis ce matin. Au menu de cette rencontre annuelle, la présentation du rapport moral et financier de l'exercice 2019-2021 et le renouvellement de la structure dirigeante de l'Ordre des architectes. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale ordinaire avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissatou Yahaya. Il est attendu de cette Assemblée générale de l'Ordre des architectes du Niger, entre autres, la présentation du rapport moral et financier 2019-2021 et le renouvellement des membres du Conseil national de l'Ordre pour un mandat de 3 ans. Donc nous sommes là pour l'Assemblée générale ordinaire de la fin de mandat du Conseil national de l'Ordre et donc du renouvellement de ce Conseil. Alors, la mission assignée à l'Ordre des architectes est simple. Elle consiste en fait à régir, à organiser la profession sur l'ensemble du territoire nigérien pour une maîtrise d'œuvre adéquate concernant l'architecture. Pour ça, l'Ordre des architectes a été créé en 1998 par une loi et un décret qui a suivi peu de temps après et qui définit les champs d'intervention qui sont les nôtres. C'est une délégation qui a été faite par le ministère pour organiser la profession d'architecte et sa pratique sur l'ensemble du territoire nigérien. Le bilan qui se dégage du bureau sortant, il est globalement positif. Nous avions pour ambition de faire connaître le métier d'architecte par un plan de communication qui se voulait tout azimut, tous médias confondus. Nous avons investi, je pense, ces 3 dernières années, ces médias, pour faire connaître le métier d'architecte. En deuxième ressort, toujours dans un souci de faire connaître le métier, nous avions organisé en 2018 un salon de l'architecture qu'on appelait GRENA, donc Grande Rencontre de l'architecture au Niger, qui a eu lieu en décembre 2018, pendant 3 jours, au cours desquels de nombreux intervenants ont
expliquer les tenants et les aboutissants de ce métier et le pourquoi du recours à la maîtrise d'œuvre, notamment à l'architecte. En ouvrant les travaux de cette Assemblée générale, le secrétaire général du ministère des Domaines de l'Urbanisme et du Logement a rappelé l'engagement des nouvelles autorités à travailler avec les architectes afin de poursuivre le programme de modernisation des villes du Niger. Le gouvernement a pleinement conscience que la production d'un cadre de vie de qualité nécessite l'intervention de professionnels de l'aménagement et de la construction. C'est la raison pour laquelle notre département ministériel s'est investi avec toutes les énergies requises pour faire instituer les différents ordres professionnels correspondants. J'ai nommé l'ordre des architectes, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des urbanistes et l'ordre des ingénieurs géomètres. Plus particulièrement l'ordre des architectes, les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour les mobiliser au fin de la production d'un cadre de vie de qualité vivement attendu par les nouvelles autorités. Il sera ainsi poursuivi la consultation des architectes dans le programme de modernisation des villes du Niger. Par ailleurs, vous l'aurez certainement noté lors de son discours d'investiture, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a annoncé qu'il sera mis en place une équipe d'architectes innovants pour la conception d'un modèle de classe moins cher et adapté à notre environnement afin de mettre fin aux classes paillotes. Pour rappel, le Conseil national de l'Ordre des architectes du Niger a pour objectif de mener à bien sa mission en développant une méthodologie de travail visant dans un premier temps à favoriser la cohésion entre ses membres. Du sport, avec d'abord cette assemblée générale ordinaire du comité olympique et sportif nigérien, le COSNI, à son siège. Plusieurs questions liées à la vie de ces structures ont été débattues par les participants, comme le rapporte Ibrahim Abdou et Ibrahim Abdou Tikiri. Au cours de cette assemblée générale ordinaire du comité olympique et sportif du Niger, COSNI, les participants ont échangé sur la vie de la mère des fédérations sportives. Des retrouvailles après une période d'inactivité imposée par la Covid-19. Rendre compte donc à nos membres des activités menées et de prendre de nouvelles orientations. Et surtout, vous savez, les Jeux Olympiques, c'est dans 3 mois, donc il fallait quand même rencontrer les uns et les autres pour échanger et puis voir donc chacun à ce qui le concerne, ce qu'il est tenu d'apporter. Voilà l'objet principal de cette Assemblée générale. Il y a eu aussi un autre point qui a fait couler beaucoup d'encre, en tout cas dans la presse, celui de l'affiliation de certaines fédérations sportives nationales. Et donc ce point, je suis heureux, il a été soumis à l'Assemblée générale qui a pris des décisions là-dessus. Au plan de la diplomatie sportive, l'Assemblée générale ordinaire du COSNI est revenue sur les succès enregistrés par certains dirigeants sportifs au plan international. Le COSNI et le Niger, bien sûr, sont très honorés par l'accession à la présidence de la Confédération africaine de taekwondo du président du COSNI, j'ai nommé Ide Isaka. L'élection du secrétaire général Youssoufou Amadou Tejani au Conseil exécutif de la Confédération africaine de natation. L'élection du vice-président, colonel-major Jibril Lahima Hamidou Dipele, au Conseil exécutif de la Confédération africaine de football, CAF. Les candidatures du président de la Fédération nigérienne de cyclisme, Zakari Joubo, et du vice-président de la Fédération nigérienne de judo, Youssouf Abdraman, au Conseil exécutif de leurs confédérations respectives. À vos noms, permettez-moi de leur présenter nos chaleureuses félicitations. À la veille des Jeux Olympiques Tokyo 2020, la famille de l'olympisme nigérien a adressé ses sincères remerciements à l'ancien président de la République Issou Mamadou pour son soutien inestimable à l'ascension de l'icône Alphaga. Permettez-moi une fois de plus de rendre un hommage solennel au président de la République sortant, son Excellence Mahamadou Issoufou, pour l'accompagnement exemplaire au profit de notre champion national Abdelrazak Issoufou Alphaga. Au Premier ministre
son Excellence Brigitte Raffini, pour l'attention et l'écoute qu'il a fait montre à l'endroit du COSNI, au ministère de la Jeunesse et des Sports pour le soutien et la compréhension, malgré les rapports quelquefois tumultueux. Pour la participation honorable des athlètes nigériens aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, le COSNI appelle à une mobilisation du peuple nigérien autour de ses ambassadeurs. Sport toujours, du rugby cette fois-ci, du rugby à 7 notamment, avec le coup d'envoi cet après-midi du championnat national de rugby à 7, une compétition qui annonce donc la reprise des activités de la Fédération nigérienne de rugby. Retrouvons Ibrahim Abdou et Ibrahim Abdou Tikiré pour le résumé. Après une période d'accalmie causée par la Covid-19, la pratique du rugby se relance lentement dans notre pays. Ce 3 avril 2021, c'est le championnat national de rugby à 7 qui a débuté au terrain annexe du stade Jean Saint-Gaultier de Niamey. Nous avions commencé un championnat en 2020. Avec l'arrivée du Covid, nous l'avons suspendu. Donc aujourd'hui, avec l'allègement de la maladie, nous avons décidé de reprendre car bientôt nous serons en compétition internationale. Donc il faut qu'on remette les joueurs en forme pour qu'on puisse faire la nouvelle sélection de l'équipe nationale. 6 clubs prennent part à ce championnat national de rugby à 7. Dans ce championnat, il y a 6 clubs qui se sont engagés, donc qui sont en train de s'affronter. Maintenant, nous sommes en train de jauger le niveau de jeu de chaque club afin que nous puissions voir dans quel cadre améliorer notre projet de jeu qu'on avait proposé à ces différents clubs-là. La formule ETLI, c'est des allers-retours. C'est des allers-retours qui vont s'étaler sur 6 journées. Donc là, nous sommes dans la première journée. Et ça va continuer les week-ends, surtout les samedis. Je dirais que le niveau est un peu bas parce que après plus d'une année de dysfonctionnement dû au Covid, nous ne pouvons que constater une baisse au niveau du niveau de jeu de ces joueurs-là. D'où d'ailleurs, ce championnat-là, afin que nous puissions voir techniquement qu'est-ce qu'il faut pour ce club-là par rapport au projet de jeu que nous allons les proposer et les amener surtout à un meilleur niveau de compétition. Après près d'une année de chômage, les rugbymen nigériens renouent avec les compétitions. Une reprise qui a permis aux dirigeants de la Fédération nigérienne de rugby d'appuyer financièrement les clubs. Avant la partie magazine consacrée au communiqué de presse rendu public par la Commission nationale des droits de l'homme relativement à des cas de viol annoncés dans le département de Terra, des viols qui auraient donc été commis, qui sont maintenant confirmés par la Commission nationale à travers cette enquête par des soldats tchadiens de passage dans la région de Tillabéri, notamment au niveau du département de Terra. Avant donc de vous faire suivre ce communiqué, je vous annonce cette nouvelle que nous venons à l'instant d'apprendre. Il s'agit de la libération du secrétaire général du Senko Taxi, M. Mahamadou Gamache, qui a donc été brièvement interpellé cet après-midi au niveau de la police judiciaire. Nous venons d'apprendre qu'il a été libéré, mais reste à la disposition de la justice et des services d'enquête de la PJ notamment. On ignore bien sûr pour l'instant pourquoi il a été interpellé, et donc une interpellation qui a donc tout de suite prend fin puisque nous apprenons, comme je vous le disais, sa sortie des locaux de la police judiciaire de Niamey. Nous allons bien évidemment revenir avec beaucoup plus de détails sur cette brève interpellation de M. Mahamadou Gamache, secrétaire général du Senko Taxi. Je vous propose donc à présent de suivre le communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains après que des cas de viol aient été déclarés dans le département de Terra, des viols attribués à des militaires tchadiens en mission dans la zone. La Commission a dépêché une mission pour investiguer sur ces allégations de viol qui se sont confirmées au terme de la mission. Le résumé donc à la teneur plutôt de ce communiqué de presse avec Asma Ousseidou. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes.
Du 31 mars au 1er avril 2021, la Commission nationale des droits humains CNDH a entrepris une mission d'investigation et d'établissement des faits sur des allégations de viol attribuées par les populations à certains éléments du contingent militaire tchadien récemment installé dans le département de Terra dans le cadre du déploiement de la force conjointe du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme dans la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger. À cet effet, sur réquisition du président de la CNDH, un médecin légiste a été mis à la disposition de la mission afin d'apporter une expertise médico-légale sur les présumés cas de viol. Dans le cadre de la présente investigation et conformément à ses attributions constitutionnelles de protection et de promotion des droits humains, la mission de la CNDH en collaboration avec le tribunal d'instance de Terra, notamment le président du tribunal et le procureur délégué de la République, près le dit tribunal, a d'abord rencontré respectivement les autorités administratives, le commandant de brigade de la gendarmerie, le directeur départemental de la police, les responsables des services départementaux chargés de la protection de la femme et de l'enfant, la présidente de la commission paix, sécurité et migration pour le conseil communal des jeunes de Terra avant de procéder aux entretiens avec les femmes et les filles victimes de viol. La mission a également recueilli des informations pertinentes auprès des personnes témoins et des parents des victimes. Fidèle à sa démarche méthodologique conforme aux principes du monitoring des droits de l'homme, la Commission nationale des droits humains s'est surtout appuyée sur les résultats scientifiques de l'expertise médico-légale du médecin légiste, expert en évaluation juridique du dommage corporel, assermenté en médecine légale près les cours et tribunaux du Niger. Il ressort des entretiens et des premières analyses médico-légales qu'il y a eu effectivement des viols sur une fille mineure de 11 ans en classe de CE2 et 2 femmes mariées, dont une enceinte âgée de 23 ans et 32 ans, toutes les deux mères de plusieurs enfants. Il faut souligner que pour ces 2 femmes, ces actes odieux ont été commis en présence de leur mari sous menace d'armes à feu par les agresseurs. La mission a également échangé avec 5 autres femmes ayant fait l'objet de tentatives de viol, mais qui ont réussi à s'enfuir quand ces hommes armés s'étaient introduits dans leur mission. Certaines victimes de viol n'ont pas voulu témoigner par peur d'être stigmatisées dans un contexte de pression socio-culturelle. En dehors des cas de viol et de tentatives de viol, la mission a aussi fait le constat d'agression et de confiscation de biens sur les paisibles citoyens, sans compter la présence de ces mêmes éléments du contingent tchadien dans la ville circulant sans encadrement avec des armes lourdes et légères. Pour prévenir ces types agressions, plusieurs textes internationaux, régionaux et nationaux ont été adoptés pour la protection des femmes et des enfants, notamment en période de conflit. On peut citer entre autres dispositions l'article 27 alinéa 2 de la 4e Convention de Genève qui dispose explicitement que les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur. La Constitution du 25 novembre 2010, en ses articles 11 et 22, dispose que l'État prend les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Le Code pénal, dans son article 284, précise que quiconque aura commis le crime de viol sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 13 ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. Au vu de tout ce qui précède, la CNDH condamne fermement ces crimes odieux révélant de notre âge exercés sur des personnes innocentes perpétrés par des porteurs d'armes censés les protéger. Exige des autorités compétentes la mise en place d'une commission d'enquête indépendante en vue de faire la lumière sur ces actes cruels, inhumains et dégradants.
insiste sur la nécessité de traduire les coupables devant les juridictions compétentes pour que justice soit rendue conformément aux lois en vigueur. Se félicite de la prise en charge immédiate de la fille de 11 ans par l'ONG internationale World Vision à travers le Centre de promotion, de prévention et de protection de l'enfant de la Direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant.